Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui pour notre épisode spécial Fête des mères, Lucie alias Baby à tout prix sur Instagram. Lucie, bonjour. Bonjour. Dis-moi pour nos écouteurs... Oh mon Dieu, on ne le coupera pas au montage, c'est pas grave. Pour nos auditeurs, dis-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais et ce que tu aimes faire. Alors, je suis Lucie Kakuta, je suis la maman de 3 petits amours, Maëlle, Théa et Noé, qui ont 2 ans, 5 ans et 8 ans. Je travaille à la maison, je suis créatrice de contenu et voilà, je suis mariée avec Gaël, leur papa, et on forme cette petite famille. Donc oui, une bien jolie petite famille, mais cette petite famille est ce qu'on appelle issu d'un couple mixte. Tout à fait. Et donc tu as 3 magnifiques enfants qui sont nés de cette union. Tu connais la marque un petit peu Secret d'Oli, tu utilises les produits. Quand tu as eu ton premier enfant, est-ce que tout de suite tu as pu comprendre que tu étais lancée dans une nouvelle aventure, que ce soit au niveau capillaire ou tout simplement le fait d'avoir un enfant métissé? Oui, complètement. J'en ai très vite pris conscience et surtout j'ai très vite compris l'importance de le faire aussi, de faire prendre conscience aussi à mon enfant qu'il avait une texture de cheveux différente de la mienne, et je trouve ça très beau. Je trouve que ça nous a aussi permis de mettre en valeur et d'aimer encore plus nos différences de racines culturelles, et je trouve que ça fait vraiment partie de ce lien en fait qu'on a, mon familial mari et moi. Que vous avez créé. Complètement. C'est le prolongement de vous deux. Complètement. Je trouve que c'est vraiment la beauté de la chose globale, quoi. Et donc du coup justement, Maëlle a quel âge? Maëlle a 8 ans. Maëlle a 8 ans, donc tu le vois évoluer, grandir, on sait que c'est un amour de petit garçon. Quelles ont été ses premières questions, justement? Parce que, est-ce que tu étais déjà prête en te disant, ok, mon fils va avoir des questions, donc il faut que je sois prête à y répondre, ou est-ce que tu t'es laissée porter par le vent et tu as été surprise par des questions qui sont arrivées que tu t'y attendais même pas? Ça s'est fait très naturellement et ça s'est vraiment très très bien passé, surtout pour le premier. Ça a été un peu plus de questions pour ma fille, je trouve. Mais en tout cas, je pense que la mission est vraiment réussie parce qu'il a une superbe estime de lui, il est très fier de ses cheveux. Il est aussi beaucoup dans la bienveillance, non? Exactement, et il comprend pourquoi il a des cheveux différents. Parce que pas que des miens finalement, mais aussi de son papa. Bien sûr. Donc je trouve ça beau, je trouve que ça raconte une histoire et le pari est réussi parce qu'il aime cette histoire. Et du coup, justement, tu parlais de Théa, ta fille qui est la numéro 2 de la fratrie. Est-ce que tu as pu voir une différence très tôt entre justement ce rapport? Est-ce qu'il y a déjà une différence de rapport à leurs cheveux entre Théa et Gaël? Et Maëlle, pardon. Et est-ce que, justement, tu as pu voir que parce que c'était une petite fille, c'était encore quelque chose de différent à amener? Oui, complètement. Maëlle a très facilement été très fière de ses cheveux. Je pense que lui, la différence est marquée dans le sens où on le trouve beau, il se compare lui-même peut-être aux autres, mais dans la bienveillance, et je sais pas, ça n'a pas pris pareil. Il est très fier, il adore que les petites filles le trouvent joli. Alors que Théa, elle se comparait plutôt, c'est pas la texture, mais plutôt la longueur. Elle a ses copines qui ont les cheveux très longs souvent, et elle me disait souvent, maman, j'aimerais bien avoir les cheveux en bas. Elle me disait tout le temps ça. Et c'est plus ça. Il faut dire que même si ça a beaucoup évolué, à l'heure actuelle, on manque cruellement de représentation dans les médias, dans les dessins animés, même dans les livres, dans les illustrations qui sont dédiées aux enfants. Ça t'a frappé, ça, quand tu as eu tes enfants? Énormément. Encore plus. Je regrette de ne pas m'en être rendu compte plus tôt parce qu'on est tous concernés, enfants métis ou non. Mais clairement, c'est quelque chose qui me frappe. Et même si on a l'impression qu'on en voit plus... qu'on évolue grâce à Instagram. J'ai l'impression que c'est surtout un phénomène de mode. Et que du coup, tout le monde essaye de prendre le parti. Mais au final, c'est pas dans les endroits nécessairement
Enfin, c'est pas dans tous les endroits qu'il faudrait que ça le soit. En fait, oui, je comprends. Ce que tu essaies de dire, c'est que concrètement, on le voit plus sur Internet, mais dans les endroits où il y a beaucoup de visibilité, c'est pas forcément là où on va voir une représentation. Pas forcément uniquement de personnes métisses, mais justement de personnes... De diversité. De la diversité. De toutes sortes... Et que malgré ce qu'on pense... Parce que c'est ce que je disais dans un épisode précédent. Maintenant, il y a toujours la bonne copine aux cheveux bouclés, avec la peau un peu couleur caramel, comme si c'était... une représentation unique qui laisse le passe-droit de dire qu'on est dans la diversité. Exactement. Et qui représente au final, encore une fois, qu'une toute petite minorité. C'est exactement ça. Et que du coup, on tombe dans un travers où les enfants, les adolescents ou même les jeunes adultes se disent « je ne ressemble toujours pas à ça ». Et en fait, avant, il n'y avait pas de représentation tout court. Alors que là, il y a un cadre. Et c'est surtout qu'en plus, je comprends qu'on ne peut pas représenter tout le monde parce qu'on est une infinité de personnes différentes. Mais en fait, juste le fait de voir un groupe de personnes qui ne se ressemblent pas du tout les uns aux autres, ça, c'est de la diversité. Et ça permet aussi à un enfant de dire « ok, tout le monde est différent ». C'est ça. Parce qu'en fait, de mettre plusieurs personnes qui se ressemblent avec une personne qui ne ressemble pas aux autres, c'est pas de la diversité. C'est pas de la diversité. Et même si tu ressembles... si t'as la chance, entre guillemets, de ressembler, tu peux pas non plus te représenter. En fait, c'est vraiment le côté divers qui pourrait aider. C'est la multiculturalité qui va faire que même moi, en tant que femme, en tant qu'adulte, même si je vois peut-être plus souvent des personnes qui me représentent physiquement, je me sens pas représentée parce que ça représente pas mes groupes d'amis, ça représente pas ma famille, ça représente pas mes sorties, mes activités, ça représente pas à quoi je ressemble dans mon quotidien, et pourtant je suis une personne concernée physiquement sur ce que j'ai l'habitude de voir. Mais oui, donc tu as l'impression qu'une partie de toi-même, une partie de ta vie en fait finalement n'est pas représentée, et même effacée par les images que la société tente de véhiculer. Je sais que tu habites non pas à Paris, mais tu habites en campagne. Faut le dire. Voilà. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que tu as ressenti une bienveillance ou est-ce que tu as ressenti, quand tu as eu justement, maintenant tu as une fratrie, en plus tu as 3 enfants. Dès que tu as 3 enfants, déjà on te regarde. Faut le dire. Vrai. Voilà. Du coup, quand tu te balades avec ta fratrie justement en province, est-ce que tu sens encore un regard qui est différent et est-ce que tu sens... est-ce que tu sens qu'il y a encore du travail et qu'il y a une différence en campagne, il y a un très très gros souci entre guillemets d'éducation et de culture et il y a ce côté un peu vieille école et il y a beaucoup de manque de connaissances. Mais ça, je le vivais déjà fortement avant parce que moi, je suis issue d'une famille multiculturelle. J'ai mon papa qui est italien, qui vit en France depuis peut-être 35 ans, qui a un fort accent. Et en fait, on a toujours été appelés les Italiens. Mon papa, c'est l'italien. Tu sentais déjà. On l'appelle le macaroni. On fait des petites blagues sur son accent. Donc, quand j'étais petite, déjà, on avait déjà ce côté, parce qu'on est à la campagne. Moi, je me rappellerai toujours d'un voisin qui a éclaté de colère sur mon père quand l'Italie a gagné la Coupe du Monde, tu vois. Enfin, c'est un truc de fou, hein. Mais c'est arrivé. Et quand on est en Italie, on est les Français. Donc en fait, t'as toujours senti que t'étais entre deux mondes. J'ai toujours eu cette vision de la multiculture. Même si j'ai pas de traumatisme dessus, mais en tout cas j'avais assez d'alerte pour me dire que la différence existe et que ça peut poser problème. Et après coup, forcément ça c'est rien à voir, ça a pris une autre dimension. Une autre dimension, toi du coup t'es passée sur une autre dimension. Est-ce que tes enfants ont eu des remarques? Est-ce que tu as eu des remarques? Oui, complètement. Là où je l'ai beaucoup moins bien vécu, où j'ai eu le plus de remarques, parce qu'il y a des remarques maladroites qui ne se disent pas et qui ne sont pas bien, mais qui sont dues à un manque de connaissances. Moi j'ai des voisins dans ma campagne qui m'ont quand même dit « Ah, ça va, tes enfants, ils sont pas si foncés que ça. » Ah, ils sont pas noirs. Oui, bien sûr. Moi, je trouve ça horrible. Ça me brise le cœur. Je leur explique très poliment que ça ne se dit pas. Et à chaque fois, ils sont gênés. Ils me disent « Ah, mais je disais pas ça pour ça et tout. » Donc, il y a vraiment un problème d'éducation. Après, il faut pas y aller dans la confrontation. Il faut vraiment y aller dans la bienveillance. La pédagogie. Et, dans l'apprentissage. Surtout que souvent, ce sont des personnes quand même qui ont un certain âge et tout. Mais par contre, en Italie, on a vécu 1 an en Italie, à Rome exactement, avec Gaëlle. Et pourtant, moi, je suis issue d'une famille italienne qui n'a jamais posé aucun mot malveillant sur ma relation avec mon mari, ni sur mes enfants. Bien au contraire, c'est que de l'amour.
Et on a vécu énormément d'actes de racisme. Et c'était, moi j'étais enceinte de mon premier, ça m'a traumatisée. Ça marque. J'avais mon petit bébé métis dans le ventre. Qu'est-ce qui va se passer pour mon fils ? Et je me dis, je me disais, est-ce que je me rendais pas compte que le monde était aussi violent et que mon fils va vivre ça ? Heureusement, c'est moins violent. Enfin, j'ai pas vécu de choses aussi violentes ailleurs, même si j'ai conscience que ça existe. En tout cas, moi, j'ai pas été j'ai confrontée à ça. Mais j'ai quand même eu avec Gaël, on a quand même eu des jeunes qui nous ont encerclés dans un McDo en faisant des bruits de singe, à taper dans son plateau. Oh mon Dieu. On lui a jeté des cacahuètes sur le terrain. Oui, ça, ouais. Donc, c'est quand même violent. Donc, parce qu'en fait, souvent, les gens, ils ont la représentation du couple mixte en se disant que la personne avec une origine caucasienne ne ressent pas. En fait, pour vous, c'est double peine. C'est double peine. Je peux pas dire que c'est pire parce que je peux pas m'approprier les peines des autres. Mais souvent, les gens, ils ont justement cette vision que ça ne touche qu'une personne, tu vois, ou que la personne qui est issue de la mixité ou qui est racisée, alors qu'en vrai de vrai, toi, tu dois absorber ça. En plus, imagine, tu es enceinte. Moi, je sais que quand j'étais enceinte, me projeter... je projetais certaines peurs que mon enfant allait vivre. Moi, je me rappellerai toujours, je crois que Marco, il est né au moment des attentats du Bataclan. D'accord. Et je me suis dit, mais je fais naître un enfant dans une violence extrême. Comment je vais faire pour le préserver ? Donc j'imagine que c'est quelque chose qui a pu être difficile. Après, les enfants sont plus forts que nous et... Mais justement, en parlant de la force de tes enfants, donc tu as trois enfants, tu as pu voir aussi des différences de caractère. Est-ce que pour eux, leurs cheveux, c'est sacré vraiment ? Oui, les trois ? Vraiment. Le dernier, il n'a pas encore conscience parce qu'il a que 2 ans. Après, je parle pour moi, mais j'ai l'impression qu'ils ont pris conscience, les 2 premiers, vers l'âge de leurs 3 ans. Avant, je n'ai pas eu de paroles ou de questions sur leur texture de cheveux ou même leur couleur de peau, finalement. Oui. C'est l'école. L'école, c'est le switch. Parce qu'en fait, j'ai quand même des discussions avant ça. Parce que c'est quelque chose c'est important de reconnaître que l'enfant n'a pas la même couleur de peau que ses 2 parents. De pas être dans le déni. Ouais, il faut le reconnaître, il faut mettre des mots dessus, il faut le normaliser, il faut le valoriser. Et le valoriser. Et déjà, ça les prépare en fait avant même qu'ils prennent l'école. Parce qu'ils vont savoir quoi répondre et quoi penser, surtout quand on va leur faire une réflexion sur leurs cheveux. Surtout nous, issus de petits villages ou de campagnes. Bien sûr, il faut qu'ils soient un peu plus armés. Très souvent, ce sont les seuls en fait qui vont avoir un métissage. Métissage. Donc, du coup, toi, très tôt, tu t'es rendu compte qu'il y aurait un travail à faire sur la construction de l'estime de soi. Et du coup, tu t'es retrouvé confronté à une nouvelle texture. Comment, toi, tu t'es dit que tu allais gérer ça ? T'as demandé de l'aide à la famille de ton conjoint ou t'as fait appel à des coiffeuses ? Il se trouve que dans la famille de mon conjoint, on n'a pas de représentation du cheveu naturel. C'est vrai que les garçons portent les cheveux très courts. Très courts. Et les filles ont tendance à se tisser ou à se tresser. Donc je n'ai pas connaissance de quelqu'un, ou qui porte aussi d'ailleurs les cheveux courts. Ma belle-mère qui est magnifique, elle porte souvent la tête rasée. Et du coup, c'est vrai qu'elles sont toutes magnifiques. Donc ma fille et même mon garçon a des représentations de très belles personnes qui sont très belles, mais pas de cheveux naturels portés naturellement. Du coup, moi, j'ai pas hésité, et je le fais encore aujourd'hui, à leur montrer des photos de personnes célèbres qui portent des cheveux naturels, ou des enfants de leur âge qui portent aussi des cheveux naturels. De toute texture qui ressemble aux leurs ou non, parce que je leur montre aussi des pour cheveux leur montrer que tout est beau, et que la texture n'est que... Exactement. Et du coup, donc ça, je l'ai beaucoup dans les beaucoup gestes. Fait. Dans les gestes. Comment tu t'es préparée ? Parce que moi, déjà, entre guillemets, j'ai mis du temps à galérer avec ma propre texture. Bah oui. Alors, j'imagine même pas sur une texture que tu n'as jamais coiffée. Il faut savoir que moi, j'ai les cheveux bouclés. Et du coup, je le montre sur les réseaux. C'est vrai que je les laisse pas souvent bouclés. Parce que ça me prend du temps. Et du coup, ce temps, je préfère le consacrer aux cheveux de mes enfants qu'aux miens. Après, ils savent très bien que j'ai les cheveux bouclés. Ils me voient avec. Moi, je le montre aussi. C'est plutôt, comme j'ai les cheveux très souples et très fins, le matin, le côté où j'ai dormi, il n'existe plus, tu vois. Donc, c'est plutôt dans ce manque de temps. C'est pas quelque chose que je n'aime pas du tout chez moi. Au contraire, et ils ont conscience que j'adore mes cheveux bouclés. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand j'étais jeune... je les portais que bouclés.
Et du coup, de moi-même, étant issue d'une famille qui avait que des cheveux lisses, j'ai dû m'adapter et trouver des solutions trouver tes propres gestes. pour tenir mes boucles ou autres. Et du coup, j'avais quand même quelques notions. Voilà, quelques petites notions qui fonctionnaient pas spécialement non plus avec les enfants. Mais en fait, le secret, c'est vraiment d'essayer. En fait, il faut être curieux, il faut essayer, il faut tester jusqu'à temps de trouver le bon geste, le bon produit. Et en plus, maintenant, moins à l'époque, mais maintenant, on a une super force, c'est qu'on a les réseaux sociaux, on a YouTube, et on a surtout maintenant des coiffeurs spécialisés qui se développent un peu partout. Donc, pas hésiter. Moi, c'est un conseil que je donne, que j'ai pas pu spécialement faire à mon époque, mais que je donne beaucoup aujourd'hui. Pas hésiter à tourner sur YouTube, sur les réseaux, et à se tourner vers des professionnels pour par tutos professionnels, etc. pour poser des questions, pour prendre des exemples. Parce que moi, à l'époque, Maëlle, surtout que je vivais à l'étranger, donc j'avais pas spécialement la connaissance des termes, des produits que je lisais en magasin. Donc des fois, j'avais un doute, est-ce que c'est bien ça qu'il faut que je prenne? Je comprends pas trop l'étiquette. Ouais, c'est quoi un leave-in C'est ça. Et du coup, je me retrouvais à bricoler un peu des routines parce que je trouvais pas ce qu'il fallait. Je me rappelle que Maëlle, au début, ses boucles, pour qu'elle reste hydratée et qu'elle tienne bien, je lui mettais du soin qui devait se rincer. Tu le mettais sans rinçage, bien sûr. Je on a dans tous l'eau fait ça. et je lui faisais ça. Et du coup, après, ça s'est bien développé. Je me rappelle quand j'allais en vacances, genre à Los Angeles et tout, j'étais au taquet, j'allais à Sephora, il y avait plein de produits, des peignes, des machins. Et je trouvais ça fou et j'essayais de faire mon stock. Et puis en plus, j'avais pas la connaissance des produits. Et souvent, les bons produits se trouvaient pas spécialement sur le commerce. Donc c'était un peu compliqué. Est-ce que tu penses qu'à ton niveau, tu essaies d'impacter sur l'estime de soi, mais non pas forcément de tes enfants, mais justement de tes abonnés. Est-ce que tu penses que tu influes sur certaines familles qui justement, certains parents qui se retrouvent avec des enfants et où ils galèrent? Est-ce que Complètement. C'est pour ça d'ailleurs que tu développes un petit peu... Moi, je suis très proche de ma communauté, j'échange énormément avec eux, je passe des heures à faire des échanges de messages ou autres. Et c'est vraiment ce qui revient le plus, c'est les cheveux de mes enfants. Il n'y a pas une semaine, il n'y a pas limite même un jour où on me dit est-ce que tu peux faire une vidéo routine de tes enfants? Est-ce que tu peux remontrer tel geste? Est-ce que tu peux me dire quel produit tu utilises en ce moment? Tu te rends compte donc de l'impact que tu as dans d'autres familles mais même des mamans d'autres origines que la mienne. Même des mamans qui, on pourrait croire, sont plus concernées. Ouais, mais qui font forcément n'ont pas les gestes. Donc tu te rends compte que au bout d'un moment, il y a enfin, on arrive à un moment où on est dans un pays où il y a un fort brassage, un fort métissage, où il y a toujours ce manque de connaissances. Oui. Il y a toujours ce manque de représentativité. Mais exactement. Mais c'est ça aussi le problème. Parce qu'en fait, chacun fait ce qu'il peut avec les armes qu'on a, en fait. Et le manque de représentation, même si on fait des avancées en ce moment, il est cruellement présent. Enfin, quand tu vas à Leclerc, tu trouves pas spécialement ce qu'il faut. Est-ce que toi, tu dirais que dans la prise de décision de montrer tes enfants sur les réseaux sociaux, ça a influé? Ça a complètement fait. Parce que en fait, tu voulais les montrer ou tu t'es dit non? Voilà, c'est bien ça. J'ai mis du temps à les montrer. Mais qu'on en avait besoin. Je comprends complètement les gens qui ne les montrent pas. Et ça fait clairement partie du pourquoi je montre mes enfants. Pas que pour ça, pour plein de choses. Pour plein de choses, parce que c'est important la représentation. Mais pas que la représentation de ça, même pour la bienveillance, l'éducation. Il y a plein de petites choses au quotidien qui font évoluer. Je suis pas du tout la science infuse, je suis pas la mère parfaite. Non, tu montres ton style de vie. Et je sais que ça inspire quand même pas mal de mamans sur plein de petits sujets, même qui paraissent des fois même pas importants pour moi. Tu vois, par exemple, hier, j'ai montré que quand j'étais en situation de stress, j'avais des plaques rouges dans le décolleté. C'est quelque chose qui m'a jamais posé problème. Et j'ai reçu des centaines, j'ai compté hier, j'étais à déjà plus de 400 messages me disant, c'est énorme, et me disant, moi j'ai des plaques, j'en ai honte, je mets tout le temps des cols roulés, ça me fait du bien que t'en parles. Et du coup, dans ma tête, c'était tellement pas un problème pour moi que je me rendais pas compte que ça pouvait être un problème pour les autres. Et je les ai montrés et parlé comme si de rien, alors qu'en fait, ça a eu un réel impact et que du coup, ma story est repartagée de partout. Et du coup, je me suis dit, waouh, ça m'a brisé le cœur. J'ai lu des messages, des récits. Tu te serais dit que limite, tu en aurais parlé plus tôt si tu savais que ça pouvait libérer d'autres personnes. Et en fait, c'est important. En fait, je pense qu'on fait partie, à notre petite échelle, d'une sorte de représentation qui est importante pour beaucoup. Mais même si on est important pour une personne, je resterai, tu vois. Mais c'est exactement ce que je disais la dernière fois. J'ai parlé d'une expérience personnelle qui m'était arrivée médicalement et chirurgicalement. Et j'en ai parlé plus de 10 ans après.
Et j'ai reçu une centaine de messages de personnes qui disaient qu'il leur était arrivé oui. les mêmes choses. Et tu te rends compte qu'il y a aussi une omerta aussi sur le fait que quand c'est médical, tu te dis... oui, mais moi c'est pareil. C'est ce Mon qui t'est arrivé. j'en ai parlé que pour ça. Et t'en as parlé et ça a explosé. Et ça a sûrement changé la vie de beaucoup de femmes. Parce qu'en plus, moi j'ai vraiment un état d'esprit particulier, je m'en rends compte, où je me sens pas impactée par ce qui m'arrive souvent. Ouais. Je passe le truc et après c'est bon. Ouais. Je suis pas dans la peine ou la tristesse de quelque chose que tu j'ai penses vécu. Tes plaies. Une fois que c'est fini, moi j'arrive à passer. Et j'ai pas le besoin de me confier, de me livrer, ça va pas me faire du bien. Et en fait, en racontant à mon entourage ce qui m'était arrivé, pour notamment ce qui s'est passé dans mon abdomen, pour Noé, et ben, je me suis rendu compte que les gens, ils se rendaient compte de choses, ça les soulageait sur leurs propres histoires, leurs propres mots. Et je me suis dit, ok, effectivement, c'est peut-être important que je le raconte, même si ça ne l'est pas pour moi. Ça peut l'être pour d'autres. Ça va le devenir pour moi si je vois que ça aide d'autres, en fait. Et donc, du coup, souvent, les gens, ils se disent, oui, créateur de contenu, c'est quoi toi, à ton échelle, entre maintenant, tu es devenue, tu n'es pas que maman, est-ce que tu dirais justement que le fait d'avoir eu tes enfants et d'avoir eu des enfants métissés ont porté la sphère de ton travail sur une autre échelle? Pour toi, est-ce que tu penses que tu es créatrice de contenu, lifestyle, et que du coup ça te porte sur quelque chose de bien plus grand? Je sais pas, parce que j'ai pas forcément de demande de création de contenu autour de ça. D'accord. Donc je sais pas si ça m'apporte vraiment quelque chose sur mon travail. Mais ça apporte quelque chose à ta communauté. Mais je pense que c'est ce qui m'a quand même lancée au début, tu vois, parce que quand j'ai commencé à ouvrir mon compte en public, j'avais Maëlle à l'époque. Et c'était vraiment ma communauté, c'était des familles mixtes, des familles qui me ressemblaient. Et je pense qu'elles se sont représentées. Elles se sont représentées. Ouais. Et je pense que c'est ce qui m'a par contre au début fait grandir malgré moi, alors que c'était pas du tout mon travail ni mon but sur le coup. Mais par contre, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas forcément l'impression, malheureusement peut-être, d'être pris par rapport à ça. J'ai pas vraiment de... Est-ce que peut-être les marques me sentent pas légitimes ou autre, mais je crois que t'es la seule personne qui me prend. Avec qui on... Ouais. Pour moi, c'est une évidence. Ouais, qui me prend par rapport à la particularité, entre guillemets, de mes enfants, tu vois. Bah, pour nous, c'est une évidence. Tu transmets tellement d'amour et de confiance à tes enfants. Enfin, c'est... Que c'est ce qu'on recherche. La marque, ce qu'on développe, les podcasts, les messages, c'est l'amour de soi et l'estime de soi. Et je me rappelle qu'à un moment, il y a des années, on m'a dit, mais pourquoi tu as créé ta marque? Et au début, je disais, oui, c'est pour les femmes comme moi. Et en fait, à la fin, je me suis dit, en fait, non, l'objectif, c'est que la prochaine génération ne se pose même plus aucune question. C'est clair. Que soit normal. Que ce soit la normalité pour eux et qu'ils ne ressentent pas la difficulté. Ouais. Alors, bien sûr, dans les yeux des autres, la différence, on la ressentira toujours. Mais la difficulté qui va avec, la difficulté de prendre soin de ses cheveux, pour eux, ce soit la normalité. Et quand moi, je vois des petits garçons ou des petites filles de 7, 8, 9, 10 ans qui me disent j'ai de beaux cheveux, j'en suis fière. C'est génial. Moi, quand mes enfants ils me disent sans aucun qu'ils adorent leurs cheveux, je suis trop contente. Mais des fois, je fais exprès. Pour moi, c'est la réussite. Des fois, je dis à mon fils, tu veux que je te coupe les cheveux? T'en as marre? Il me dit, mais ça va pas. C'est trop beau. Je suis trop contente. À un moment, quand mon fils... Parce que moi aussi, je suis en couple mixte et justement, j'ai 2 petits garçons avec 2 textures complètement différentes. Ouais, c'est drôle. Un avec les cheveux un peu bouclés, ondulés, l'autre avec les cheveux comme moi. Quand il me dit j'ai des beaux cheveux, ou bon, je suis un beau gosse, bon, on va pas dire non. Voilà, je dis pas non parce que ça veut dire qu'ils ont de l'estime de soi. Ça. La dernière fois, il voulait se couper les cheveux et je l'ai regardé, je lui ai dit tu veux vraiment te couper les cheveux, etc. Il me dit oui, je veux me couper les cheveux. Je lui dis ok, on va couper. Et justement, il faut pas sacraliser. Non, c'est sûr. Faut pas sacraliser la texture. Faut pas lui dire que c'est important. Il est pas censé porter le poids, tu vois ce que je veux dire, de toutes ces expériences. Par contre, quand le deuxième m'a dit non, moi je veux garder mes cheveux. Et ben en fait, je me suis dit ça veut dire que c'est une fierté, c'est quelque chose que j'ai réussi. Ils ont leur personnalité, leur goût et qu'ils les assument, qu'ils les affirment. Et ça, c'est super bien. Exactement. Après, la seule chose, c'est l'entourage. C'est l'entourage, tu peux pas le maîtriser. Et à partir du moment où tu leur as donné assez d'armes pour être confronté parfois à quelque chose de pas forcément super positif et que finalement ça leur fait ni chaud ni froid et qu'ils disent non, j'aime mes cheveux comme ça. C'est vraiment quelque chose que je transmets à mes enfants, c'est l'estime de soi, la confiance en soi et vraiment le fait
comment dire, de valoriser les différences, que ce soit sur eux ou sur les autres en fait. Tu dirais que tu as eu plus... Enfin, comment te dire? Tu dirais que pour eux, leurs cheveux portent plus de symboles et de questionnements et de difficultés que leur couleur de peau? Ils t'ont posé moins de questions sur leur rapport à leur couleur de peau que leurs cheveux. Ils le voient quand même. Mais encore une fois, c'est Théa qui va plus poser des questions sur sa normal, couleur de peau. c'est une petite fille. Ouais. Elle pose plein de questions. C'est vrai le paraître est important. Maëlle et Théa on a le même résultat au final, mais ils n'ont pas du tout le même parcours pour le résultat qu'on a maintenant, de leur fierté, de leur estime de soi, de leur confiance en soi. Et il faut leur apprendre... que c'est leur singularité. Ouais, et qu'en fait, c'est ça qui les rend beaux. Et surtout, il faut les rendre fiers de leurs racines culturelles. Ça symbolise ça, et c'est génial. Il faut qu'ils prennent conscience que c'est une fierté, et que c'est une beauté, et que c'est incroyable. Et aussi, ça passe aussi par les gestes. Leur apprendre à... Parce que c'est bien d'avoir les bons produits, mais si on n'a pas les bons gestes, c'est très compliqué aussi. Et je les sensibilise énormément aux gestes, même s'ils sont pas du tout... Ils commencent déjà à être autonomes un petit peu sur leur shampoing, alors, ils leurs peuvent pas le gestes, faire tout seuls, mais depuis le début, je leur fais faire passer les doigts quand je fais les soins, machin. Je leur explique les étapes. Et Maël, franchement, maintenant... C'est la transmission. Bientôt, il va être autonome. Hein. Maël, là, il se débrouille super bien. Et en plus, il est demandeur. Il me dit non, laisse-moi faire et tout. Et ça, c'est trop bien. Et du coup, c'est quelque chose qui se transmet, qui est important de transmettre, parce que faut que ça soit, et puis il faut que ça soit une partie de plaisir. Vraiment, il faut que ça soit un bon moment à passer quand on fait la routine des cheveux. Moi, j'ai pris le parti de faire la routine des cheveux qu'une fois par semaine de mes enfants, parce que c'est long. Et j'en ai rien à faire que Pierre-Paul Jacques n'aime pas les boucles de mes cheveux LG+5. Ça, c'est un truc, ça m'a toujours gonflé. Qu'on me dise, jusqu'à des fois on a stressé mes parents, jusqu'à une fois mon père il m'a dit il y a quelqu'un à l'école qui m'a dit que tu pourrais pas faire les cheveux de tes enfants parce que là ça fait un peu négligé. Ouais, je sais papa, on s'en fout, franchement j'en ai rien à faire, ils sont propres les cheveux de mes enfants et eux ils sont en bonne santé. En fait moi je veux pas que déjà mes enfants ils se préoccupent trop de leur image, de leur apparence. Je veux qu'ils trouvent beaux leurs cheveux, ok. Mais je veux pas qu'ils se disent alors là par contre ça va je peux pas sortir. Là ça va pas, je sors pas comme ça. Non, ça je n'en veux pas. Ouais. Et c'est long. Moi, une routine. Tu veux qu'ils vivent leur vraie enfance. Ouais, on peut pas leur voler leur enfance complètement. Et surtout pas sur le paraître. Mais pas du tout. Et surtout qu'une routine, moi je mets 1 heure par enfant. Par enfant, 3 heures. Du coup ça peut être contraignant si je le fais tous les jours. Le matin quand c'est l'hiver, je peux pas spécialement leur remouiller les cheveux pour redéfinir les boucles, pour faire plaisir à je sais pas qui à l'école, alors qu'en fait eux ils vont attraper froid et on va mettre un bonnet voilà. Donc en fait je m'en fiche et je veux que mes enfants ils s'en fichent. Ils sont magnifiques au jour J, ils sont magnifiques au jour 1 et ils sont magnifiques au jour 5 jusqu'au prochain lavage, ils sont magnifiques. Ça évolue, la texture est différente, ça ressemble pas au jour 1, ça plaît peut-être moins à d'autres personnes parce qu'on a idéalisé les cheveux comme ça. Je pense que ça c'est un message super important, mais moi je m'en fous et je veux qu'ils s'en fichent vraiment. C'est important, il faut leur laisser vivre leur vie d'enfant. S'ils sont décoiffés, si leur pantalon il est déchiré, s'ils ont voilà, c'est des enfants, faut leur laisser vivre leur vie d'enfant quoi. Mais vraiment ça c'est un truc que j'adore, leurs cheveux, je sais m'en occuper et je m'en occupe comme ça et je le ferai pas autrement. Si ça me prend 1 heure par semaine, je le ferai pas tous les jours. Non mais c'est un message super important ce que tu dis, c'est-à-dire que faire comprendre à ton enfant que c'est pas parce qu'il a la boucle parfaite qu'il est beau, puis parfaite et c'est pas ça qui va, voilà, et encore moins qu'il n'a pas besoin de faire plaisir à l'œil des autres, tu vois, d'être beau pour les autres, que c'est absolument pas une nécessité, et que c'est pas parce que tes boucles sont pas parfaites que tu n'es pas ni présentable ni négligée. Ils ont une nature de cheveux qui graisse pas du tout, le cheveu frisé bien sûr. Ils ont jamais les cheveux sales, et puis c'est quoi sale, de toute façon même avoir les cheveux gras c'est même pas avoir les cheveux sales soi, donc tant qu'ils sont en bonne santé, leurs cheveux et eux-mêmes, voilà quoi. Enfin, moi, c'est un truc. Et j'ai plein de réflexions par contre sur ça, sur Insta. Quand ils commencent à avoir les cheveux comme ça. Là, t'as des réflexions. Et c'est là où tu peux pas leur faire leurs cheveux, t'abuses. En fait. Alors toi, t'es coiffée par eux. Non, ils sont très bien coiffés. Le jugement. Je te remercie, je les trouve très beaux comme ça. Voilà. Et c'est exactement ça. Et je pense que c'est la conclusion. C'est-à-dire qu'on peut avoir des magnifiques enfants. Qu'on essaie de préserver, mais que si on arrive à leur donner l'estime de soi et surtout jauger et faire en sorte que ce ne soit... En fait, finalement, ce qu'on veut, c'est que ce ne soit que des cheveux. Oui.
C'est ça. Il faut à la fois Et comme tu dis sacraliser tout à et l'heure, désacraliser. ouais, c'est bien que tu vois, ton fils, il s'est dit, ok, je peux les couper si je veux, mais c'est pas grave, tu pourras les laisser repousser plus tard si tu veux, en plus. Enfin, ça, c'est bien ce détachement qu'ils ont aussi. Donc c'est bien qu'ils aiment ce qu'ils ont, qu'ils en aient conscience que c'est génial, mais faut pas non plus qu'on dépasse un seuil d'importance qui fait qu'ils aient peur de se couper les cheveux, ou qu'ils aient peur que ça ressemble à ça ou à ça, tu vois. Et ça, franchement, je pense que c'est vraiment le message à transmettre aux enfants et aux parents sur cet épisode. Parce qu'en fait, je pense qu'aussi le problème, c'est qu'en tant que... La pression sociale. Oui, je pense qu'en plus, il y a des mamans qui se sentent moins légitimes parce qu'elles n'ont pas ces cheveux-là ou pas cette couleur-là. Donc elles pensent qu'il faut qu'elles soient toujours au carré, une pression sociale. Ouais, je pense qu'elles ont une sorte de pression et qu'elles se laissent se piéger là-dedans, alors qu'en fait, faut savoir... Je sais pas si tu te rappelles, je crois que c'était H&M qui avait fait une campagne où les enfants ils revenaient de l'école. Ouais. C'était genre back to school, back to after school, ou je sais plus c'était quoi, c'était genre ils rentraient de l'école, ils étaient un peu ils venaient avant et après derrière ils étaient complètement... Et genre tout le monde s'était attaqué sur les photos de la petite fille qui avait des petits cheveux qui sortaient en mode vous auriez pu la coiffer, vous savez pas vous occuper des cheveux texturés et tout. Et j'avais trouvé ça hyper violent. En fait, il y a la petite gamine blonde là qui est décoiffée, on va dire que ça fait bohème. Ouais. Et elle a pas le droit d'avoir sa petite mèche qui sort de son chignon. Enfin, ouais. En fait, c'était l'esprit... La pression Alors H&M, sociale. attention, on aime ou on n'aime pas. Ils ont fait des erreurs. C'est des êtres humains qui tiennent la boîte. Hein. Mais là, là, tu vois, du coup, je me suis dit mince, parce qu'on est tellement dans un truc de les cheveux, c'est comme ça, faut les montrer comme ça, on promouvoit le truc comme ça, que le jour au final où c'est naturel... Ça pose problème aussi. Exactement. Ouais, moi, ça m'avait fait mal au cœur. Elle était magnifique. Et je me rappelle de cette campagne, les gens, ça avait fait un tollé. Et au contraire, je trouvais que c'était cool, tu vois, qu'elle soit décoiffée, parce que c'est comme ça que mes enfants rentrent de l'école aussi. Ah bah, de toute façon... Voilà, et moi la aussi, représentation, ça passe par ça, en fait, je crois que la représentation, ça passe exactement par ça, par montrer un cheveu qui a été fraîchement coiffé, fraîchement stylisé, comme la vraie vie, où tes enfants, ils sortent de ton week-end, il faut de tout. Parce qu'en fait, après, à force de montrer la boucle parfaite, les enfants, ils vont se dire « Mais moi, j'ai les cheveux bouclés, mais ils sont pas du tout comme ça. » Moi, ils sont pas aussi beaux que ça. Voilà. Donc en fait, faut pas non plus créer des complexes, faut normaliser toute texture à tout moment. À tout moment. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Lucie, je te remercie beaucoup d'avoir fait tout ce trajet et de nous avoir partagé ce savoir et ton expérience. Est-ce que tu veux un mot de la fin? Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Non, comme ça, je trouve que ça a été très complet. Mais après, si toi, tu veux me poser une question... Non. Franchement, c'était un échange qui était magnifique. J'espère qu'on aura apporté en ce mois de la fête des mères, j'espère qu'on aura apporté un peu de force, douceur, de bienveillance, de partage et d'amour, parce que allons-y, oui, franchement. C'est clair. On n'en manque pas dans ce monde. On n'en manque pas, et on n'en manque pas pour nos enfants. J'espère qu'il y a plein de mamans et papas qui auront écouté cet épisode, qui auront été rassurés, confortés sur le fait que tant qu'on apporte de l'amour et qu'on montre à nos enfants l'amour de cette texture, ils grandissent et deviendront des adultes formidables. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. J'embrasse tes enfants parce qu'ils sont trop mignons. Et en fait, j'espère qu'on refera plein de choses ensemble encore. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Lucie. Et merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode. À bientôt.